Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la ville mystérieuse de Ratanaba. De quoi s'agit-il? Est-ce au Brésil? En réalité, il se pourrait que ce soit dans un pays limitrophe. Qu'est-ce qu'on y a trouvé? Qu'est-ce que nous disent les archéologues? Alors d'un côté, on a la version d'Urandir, l'auteur de Iti Bilu, qui était évidemment une farce, qui a amené la question extraterrestre dans les médias, pourquoi pas. De l'autre côté, on a le même Urandir qui nous dit qu'il y aurait là une ville de 450 millions d'années, ayant porté 1 milliard d'individus, avec un réseau à travers tout le Brésil, toute l'Amérique du Sud. De quoi il s'agit? Eh bien, en réalité, on est là au cœur, des mythes et légendes, en particulier ces mythes et légendes qu'adorent les Européens, parce que, vous le savez, le XIIIe siècle, c'est avant tout, en Europe, une période de pénurie de métaux précieux. Que s'est-il passé? Pourquoi l'Europe d'un seul coup se trouve à court de métaux précieux? Eh bien, il y a plusieurs tendances. La première tendance, c'est la thésaurisation. Il y a de plus en plus de personnes qui mettent de l'or et de l'argent de côté et qui ne le donnent pas aux pauvres. Donc des gens qui accumulent des fortunes. Donc ça ralentit l'activité économique. Et pourtant, la population croît. Donc il y a un besoin de plus en plus croissant de métaux afin de faire des pièces, afin d'avoir des monnaies d'échange. Et puis on a une raréfaction de l'approvisionnement en métaux précieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La clé est très certainement en Amérique du Sud, et de là viennent sans doute tous les mythes et légendes dont relève la cité de Ratanaba, parce qu'en réalité on est dans un énorme fantasme, comme le fameux royaume du prêtre Jean. On touche directement à l'imaginaire des Européens, de leur ethnocentrisme. Sont-ils les inventeurs de la civilisation comme ils le prétendent, ou sont-ce d'autres? À cette époque, les Égyptiens qui étaient des Noirs, des Kémites, ou les Chinois, pourquoi pas, ou ces hommes rouges de l'Amérique du Sud, dont la physionomie, les écritures et les dessins et sculptures intriguent dès les débuts de la colonisation, et peut-être bien avant, du temps où le Brésil était bien connu des Vikings. On se retrouve après le générique. Quer mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca. Que nous dit Oleg de Normandie sur ce sujet? 1127, lors de leur fouille des sous-sols des ruines du temple de Salomon. Mais le problème de cette théorie, c'est qu'il n'existe aucune trace archéologique du temple de Salomon. Aucune. Il n'y a aucune preuve de l'existence du temple de Salomon. On prétend aussi que les chevaliers auraient dû garder secret ce qu'ils auraient trouvé à Jérusalem. Parce qu'ils auraient trouvé des choses en rapport avec l'Arche d'Alliance, avec la vie de Jésus. Mais tout ça, c'est que de la spéculation religieuse, car aucun de ces éléments ne repose sur la moindre preuve archéologique. En fait, c'est du prosélytisme déguisé en histoire, tout ça. La crédibilité du christianisme. Pourquoi? Parce que la crédibilité donc du christianisme repose sur la crédibilité de la Bible
et donc de Jérusalem qui est son lieu saint. Ce qu'on constate, c'est que ces théories, elles sont à l'avantage de l'Église catholique, donc c'est-à-dire à l'avantage de ceux qui ont éliminé les Templiers par l'Inquisition. Il y a donc toutes les chances pour que ces théories soient en fait celles des inquisiteurs. Si les Templiers ont bel et bien foulé le sol américain, ce ne sont pas eux qui ont découvert l'Amérique les premiers, mais les Vikings. Il y a une telle profusion de preuves archéologiques que cette vérité ne pouvait être tue. Ce fait fut officialisé par le président américain Barack Obama, qui créa le Leif Erikson Day, un jour férié en la mémoire du Viking qui découvrit Effectivement, je vous laisse découvrir la vidéo de notre ami Oleg, et il n'a pas tout à fait tort, et il a même plutôt raison, à quelques bémols. Tout d'abord, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves archéologiques qu'un fait existe. Par exemple, il n'y a pas de preuve archéologique quasiment de mon arrière-arrière-grand-mère, il n'y en a même aucune, c'est pas pour autant qu'elle n'ait pas existé. Donc l'absence de preuve archéologique n'est pas une preuve en soi. C'est un débat qu'on connaît bien au Brésil, d'ailleurs, et qui a frappé le président Lula, c'est que l'absence de preuve devient une preuve de culpabilité. Oui, il y a bien eu une extraction de métaux précieux de très longue date en Amérique du Sud et des échanges commerciaux avec un certain nombre de peuples, et à commencer par un peuple qui est contemporain pratiquement de l'époque du Christ, c'est-à-dire les Carthaginois, et j'envisage là les fameuses guerres puniques. En effet, on a des preuves archéologiques, mais aussi des preuves génétiques de la présence des Carthaginois en Amérique du Sud. Après la destruction de Carthage, qui a été un carnage d'ailleurs, après les guerres puniques, un certain nombre de chefs militaires se sont enfuis, se sont installés en Amérique du Sud, et on trouve ici des populations blondes aux yeux bleus de type édomite qui vivent souvent dans les hauteurs, que ça soit en Équateur, au Pérou ou au Brésil. Ces populations-là, elles ont continué quelquefois avec des langues latines. Elles se sont adaptées à l'espagnol après la colonisation. Mais ces peuples-là ont été des peuples de navigateurs. Les Carthaginois étaient des peuples de navigateurs. Et bien avant les Vikings n'apparaissent que plusieurs siècles après, il y a eu des échanges commerciaux. Ces échanges commerciaux, ils sont même encore plus anciens que les Carthaginois, puisqu'on a la preuve archéologique en Mésoamérique et aussi chez les Incas, ainsi qu'en Australie et dans la vallée de l'Indus, tout simplement de commerce avec l'Égypte. Les Égyptiens ont été des navigateurs. Les Égyptiens ont navigué tout autour de la planète. Je vous renvoie au film Pyramide K 2019 de notre ami Femi, qui est bientôt, qu'on aura bientôt fini de traduire en portugais, et qu'on diffusera ici dans le cadre de notre temple avec principalement des amis francs-maçons. Donc l'exploitation de l'or et de l'argent ici, mais aussi de l'étain en Amérique du Sud, l'étain il y en a beaucoup plus en Europe, notamment en Grande-Bretagne, a été exporté de longue date depuis sans doute près de 3000 ans vers l'Europe. Il y a bien eu des routes de commerce internationaux qui sont liées aux métaux, et cette passion des humains pour le métal remonte en réalité, si on en croit la Bible et si on en croit les tablettes sumériennes, à la condition même de l'être humain qui à son origine avait été créé, soit pour servir d'animaux domestiques dans le fameux jardin de l'Éden, ou tout simplement pour servir d'esclaves dans les mines d'or d'Afrique du Sud, du Mozambique et du Congo. On touche là à des points extrêmement fâcheux qui, quant à nos origines, et qui explique mieux d'ailleurs cette espèce de soif de l'or qui peut atteindre certaines personnes jusqu'à les rendre malades, même quand c'est de la pyrite. De la ferrite, et donc toute cette espèce de folie extractrice qui existe chez l'être humain. D'un autre côté, il est évident que l'Europe, qui était en croissance de population, qui était en véritable boom démographique, elle avait besoin d'or, elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de métaux précieux, de cuivre, dans le cadre de ces échanges et aussi pour fabriquer ces objets religieux. Donc le commerce, il a commencé à une antiquité très ancienne avec l'Égypte, et puis bien sûr avec les Carthaginois, qui étaient les concurrents des Romains, puisque Hannibal est allé jusqu'à tenter de détruire Rome, et puis il s'est finalement
arrêté aux portes de Rome et il n'a pas osé aller faire un carnage dans la ville de Rome. Donc ça a été ensuite les guerres puniques, Carthage est tombé, les Carthaginois sont venus ici, ensuite ce sont les Vikings qui en suivant les routes de navigation, eh bien, ont échangé, eh bien, des pierres précieuses, ont échangé un certain nombre de biens qu'ils possédaient avec, eh bien, les populations locales. Et on s'aperçoit qu'à travers l'Amérique du Sud, il y a deux grands sentiers. Il y en aura un troisième même plus tard après la colonisation. Il y a un sentier qui va des Andes vers le sud du Brésil et un sentier qui va des Andes vers le nord du Brésil, notamment le nord-est et l'embouchure de l'Amazonie. Ces deux chemins, je vais vous les montrer à la suite. Celui qui est plutôt visé par Ourandir et avec cette fameuse cité de Ratanaba est plutôt au sud, et il y a un autre sentier plus au nord qui lui est proprement parlé lié à la civilisation Inca. C'est une autre civilisation dont il s'agit dans le cadre de Ratanaba qui aurait vécu entre le 6e après Jésus-Christ et le 5e et les années 500 après Jésus-Christ jusqu'aux environs des années 1400, donc juste avant la colonisation portugaise. Il faut aussi se souvenir qu'il y avait des civilisations gigantesques dans le Mississippi avec des pyramides, ici aussi à São Paulo au Brésil, mais que lorsque les Portugais sont arrivés, ils sont arrivés avec des bacilles, ils sont arrivés avec des virus, ils sont arrivés avec des bactéries que ne connaissaient pas ici les Méso-amérindiens et les Sud-Américains, les Sud-Amérindiens. Et évidemment, ces maladies ont été transportées jusque dans les grandes cités et elles ont décimé la population. Tout comme les chevaux ont souvent précédé les conquistadors, les virus les ont souvent précédés aussi, notamment à travers ces deux chemins de liaison entre les Andes, ou plutôt la côte Pacifique et la côte Atlantique. C'est ce qu'on va voir à la suite. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud à la recherche de ce qu'ils appelaient l'El Dorado, c'est-à-dire la ville des dieux en or. Ainsi, en 1542, ils atteignent l'embouchure de l'Amazonie et ils vont remonter jusqu'au centre des terres et jusqu'à la cordillère des Andes, où ils vont provoquer, avec Francisco Orellana en 1542, la fin de l'Empire Inca en alimentant par leurs armes à feu l'intégralité des guerres et des oppositions entre les différentes ethnies présentes au Brésil, qu'elles soient semi-nomades ou complètement sédentaires. Les Espagnols rémunèrent des passeurs indiens qui, au fur et à mesure des années jusqu'au milieu du XVIe siècle, vont leur montrer les chemins par lesquels était acheminé l'or à travers l'Amérique du Sud depuis l'Empire Inca. Ainsi, petit à petit, ils remontent jusqu'à la source de l'or et ils vont évidemment passer à l'attaque de ces villes, soi-disant à la recherche des Amazones. Percy Fawcett, un aventurier anglo-saxon, partit à la recherche de ces mystérieuses cités d'or, et comme beaucoup d'explorateurs qui n'étaient ni habitués au peuple d'Amazonie, dont certains viennent seulement d'être découverts depuis quelques années, il a disparu.
il a perdu la vie. Et de nombreux explorateurs ont suivi ce chemin et sont tous plus ou moins morts volontairement ou involontairement ou disparus, ce qui crée une certaine légende et une certaine aura autour de l'Amazonie et la possibilité qu'on peut y avoir non seulement de faire fortune, d'y rencontrer des preuves archéologiques qui vont révolutionner l'histoire de l'humanité, mais aussi y faire bien la rencontre de tribus dont certaines ne voient pas d'un très bon œil que des blancs arrivent, la couleur blanche étant généralement associée à la mort, à l'invasion, et les légendes ayant traversé bien les régions donnent de toute manière un assez mauvais aperçu, une assez mauvaise réputation à la race blanche, sa capacité à détruire les chefs, les assassiner, s'approprier des femmes et des territoires et imposer des croyances religieuses et des langues qui ne sont pas celles des peuples autochtones. On est là, en vérité, dans l'envers de la colonisation qui, si elle paraît très romantique du côté des explorateurs, est pas toujours très bien vécue et certainement jamais bien vécue du côté des colonisés. Au fur et à mesure qu'il remontait ces chemins des transactions en or et en argent, et aussi en céramique et quelquefois aussi en esclaves et en nourriture, les archéologues ont fini par remonter la forêt amazonienne jusqu'en Bolivie. Et c'est là où ils ont rencontré des structures qui s'étendaient sur plusieurs centaines de kilomètres avec des villes du peuple Khazarabi qui a vécu entre 500 et 1400 ans avant Jésus-Christ. Ces structures ont été abandonnées du jour au lendemain et il semble bien que ce soit des épidémies qui ont provoqué la chute de ces civilisations. L'anthropologue américain Michael Rickberg de UCLA, University of California, Los Angeles, a mis en évidence sur plusieurs centaines de kilomètres des structures de routes, voire même d'autoroutes, entièrement pavées et une technologie de récupération et de diffusion de l'eau assez équivalente à ce qui se faisait encore en Europe au XIXe siècle. Son travail a été principalement basé sur l'observation à ses débuts et puis ensuite l'observation avec des moyens d'observation géomagnétique, c'est-à-dire qu'en envoyant des ondes électromagnétiques vers le sol et en attendant leur écho, eh bien des structures quelquefois de plusieurs mètres de profondeur ont été mises en évidence. Les recherches ont continué d'ailleurs depuis plusieurs années avec des publications scientifiques aux États-Unis principalement sur ce domaine, mais aussi au Brésil. La technologie aérienne, la technologie drone permet aussi désormais, avec des moyens beaucoup moins coûteux que l'avion et l'hélicoptère, de mettre en évidence ces formations. On s'aperçoit que ce ne sont pas seulement une seule civilisation, mais plusieurs civilisations qui se sont succédées au cœur de la forêt amazonienne sur des zones qui correspondent environ à 3 fois la surface de l'Union européenne. Alors, il était tentant, comme notre ami Ourandir, qui nous a bien fait rêver avec son extraterrestre E.T. Bilou, qui nous proposait et qui nous invitait à chercher la connaissance. Et maintenant, avec ce rêve merveilleux d'avoir trouvé, comme Esteban, Zia et Tao, les mystérieuses cités d'or, celles de l'Inca, celles où il suffit de sourire au soleil pour trouver la joie, pour trouver l'amour et pour trouver la vérité. Bien sûr, on a trouvé des ruines au Brésil et aussi en Bolivie. Elles sont majestueuses, mais elles nous content une histoire qui nous est assez singulière, celle où bien les Carthaginois, mais avant eux les Égyptiens, ensuite les Vikings, puis les conquistadors, ont été émerveillés devant ce paysage merveilleux, devant ces forêts, devant les 167 langues du Brésil, devant ces ethnies toutes différentes les unes des autres. Ce mélange dès l'époque de culture, de civilisation, de race, nous ramener à ce rêve d'enfant que nous avons tous dans le cœur, le rêve d'Esteban, Zia et Tao, le rêve des cités d'or. C'était Pascal Trefingui pour Actualité Synarchique. Évidemment, ces vidéos, elles n'ont aucune prétention scientifique, elles n'ont pas prétention à être complètes
il est à la base entendu entre nous que c'est du divertissement d'abord pour vous donner envie de venir au Brésil, pourquoi pas de nous visiter, de nous y rejoindre si vous avez envie d'y vivre et d'échapper à la Troisième Guerre mondiale en Europe, pour autant qu'elle se produise. Et puis évidemment, elles sont aussi le cadre, ces découvertes et ces indications sur la topographie, sur la géographie, sur l'histoire des peuples et des échanges de cette merveilleuse science qu'est la gnose. C'est un outil, et cet outil gnostique vous permet, tout comme un sextant, tout comme un astrolabe, de voyager d'une civilisation à une autre et d'y retrouver partout les mêmes repères qui sont le jeu des éléments, le jeu des planètes, le jeu des polaires et puis le jeu des 12 constellations. Et dans cet ensemble, il y a évidemment la Voie lactée qui joue un rôle principal, et dans l'hémisphère sud, une particularité en matière de mythologie, puisque les indigènes de Nazca considéraient que les parties noires du ciel, c'était là où il y avait leur fameuse divinité, l'araignée, le lama et bien d'autres qu'on retrouve dans ces fameuses lignes de Nazca, tandis que dans l'hémisphère nord, la racine Deus, la racine Dius, indo-européenne, Théos en grec, Dieu, désigne les brillants, c'est-à-dire les étoiles. Alors, est-ce ces dieux noirs qu'il y a dans l'hémisphère sud avec sa sédentarité, ou est-ce ces brillances qu'il y a dans l'hémisphère nord avec les groupes d'étoiles qui ont notamment donné naissance au tarot, qui est qu'un ensemble de 22 cartes du ciel. En tout cas, c'est à vous de vous faire votre propre idée, c'est à vous de découvrir cette gnose, pourquoi pas la prendre avec nous, pourquoi pas découvrir cette merveilleuse culture sud-américaine où il y a un recueil, une véritable archive akashique pour parler New Age de toutes les civilisations d'Europe et bien d'autres civilisations mystérieuses qui restent à découvrir. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et d'actionner la cloche pour les notifications. À très bientôt sur Actualité Synarchique. Quer mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. A Lux Prata nunca foi Uber.